Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. La RDC, la République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays du continent après l'Algérie, va mal. Très mal. Depuis plusieurs années, un mouvement rebelle, le M23, appuyé, reconnaît l'ONU par le Rwanda voisin, affronte les forces gouvernementales. Au milieu, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes sont violentés et contraints à l'exil, si ce n'est sauvagement massacrés pour beaucoup d'entre eux. Et ce, dans l'indifférence totale. Les derniers développements sont tout autant inquiétants que violents. La ville de Goma est tombée comme celle de Bukavu aux mains des rebelles. Mais c'est quoi la prochaine étape? Pourquoi la résolution de ce conflit n'est-elle pas une priorité pour la communauté internationale? Quels sont les enjeux véritables de ce conflit qui s'éternise et qui ensanglante la RDC? Je reçois pour en parler le géopolitologue congolais Patrick Mbeko. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est Rwanda, Malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Patrick Mbeko, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Comment commencer cette émission? Patrick Mbeko, sans une pensée pour ces milliers de vos compatriotes qui sont violentés au quotidien, massacrés et dans l'indifférence totale. Comment vit-on quand on est Congolais ce drame que connaît votre pays, la RDC? C'est une situation qui est extrêmement difficile, surtout pour nos compatriotes de l'Est qui sont dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Au moment où on se parle, il y a des rapports qui se multiplient sur des exactions qui sont commises contre les civils sans défense par les forces du M23 soutenues par le Rwanda. Et donc, quand on est Congolais, mais aussi Africain, citoyen du monde, on ne peut accepter ce genre de comportement, ce genre de choses au XXIe siècle. Mais malheureusement, c'est vraiment le quotidien de nos compatriotes qui sont dans les régions conquises par les forces du M23 et du Rwanda. Les rapports des forces militaires ne sont pas à l'avantage des forces armées de votre pays? Pas du tout. Ça, on le savait quand même depuis un moment. Moi, j'avais d'ailleurs alerté, après avoir eu à discuter avec des officiers déployés au front, certains d'entre eux m'avaient fait comprendre qu'il était difficile de se battre et qu'ils allaient se replier, voire déposer les armes. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai écrit même sur mes réseaux sociaux très tôt, avant la chute de Goma et même après. Et on a vu justement avec la chute de Bukavu qu'il n'y a pas eu véritablement de combat à ce niveau-là. Et d'autres villes sont quand même aussi menacées. Patrick Mbeko, commençons par le commencement. Faisons une sorte d'archéologie du mal congolais. Vous êtes scientifique, vous menez des analyses scientifiques, je suis journaliste, donc je suis contraire à une forme d'objectivité et d'impartialité. Je ne parlerai pas de neutralité, ça n'existe pas. Vous avez voulu vous débarrasser de la dictature de Mobutu. Et vous avez eu besoin d'aide. Le Rwanda vous a aidé, vous a donné des hommes, des armes. C'était Kabila père qui a piloté cette rébellion. Mobutu a été chassé. Que s'est-il passé, Patrick Mbeko? Qu'est-ce que les Kabila, père et fils, ont fait ou n'ont pas fait pour que l'allié d'hier soit devenu aujourd'hui l'ennemi? Il faut comprendre d'abord que c'est vrai que les Congolais étaient fatigués du régime du maréchal Mobutu, qui était alors en place pendant près de 32 ans. Mais la première guerre du Congo n'a pas été initiée par les Congolais. Elle a été initiée par les Rwandais et les Ougandais, soutenus par les États-Unis qui voulaient redéfinir la carte géopolitique de la région, puisque Mobutu a été pendant longtemps leur homme dans le cadre de la guerre froide. Et donc à partir de 1996, le Rwanda et l'Ouganda, soutenus par les États-Unis, ont mené la guerre au Congo en imposant à la tête de la rébellion qu'ils avaient créée de toutes pièces, Laurent Désiré Kabila. Une fois celui-ci au pouvoir, le 17 mai 1997, il décide, après une année de cohabitation avec les armées rwandaises et ougandaises, il leur demande de quitter le pays parce que le Congo est quand même un pays souverain. Et donc le Rwanda... C'est ça le point de rupture. C'est ça le point de rupture, c'est à ce moment-là. Donc le 2 août 1998, le Rwanda et l'Ouganda, soutenus toujours par les États-Unis, décident d'attaquer encore une fois le Congo. Et il faut garder à l'esprit que la première guerre du Congo
au-delà de son aspect militaire, était aussi une guerre économique, parce qu'on on ne le dit pas souvent, on parle de l'économie de la prédation après le début de la Deuxième Guerre, mais déjà en 1996, lorsque les troupes rwando-ougandaises avancent, nous savons aujourd'hui qu'il y a eu les États-Unis ont mis à la disposition des armées rwandaises-ougandaises des satellites qui, pendant l'avancée des groupes rebelles et des armées étrangères, scrutaient des régions qu'on jugeait des zones utiles, qu'on appelait des zones utiles. C'était des zones riches en ressources naturelles. Et les premiers contrats miniers avec les Occidentaux ont été signés à ce moment-là. On se rappelle du contrat, le fameux contrat signé par Laurent Désiré Kabila, qui à l'époque était encore chef rebelle, qui n'avait pas encore pris le pouvoir à Kinshasa. Mobutu était encore en place, mais Kabila a signé déjà des contrats avec des groupes anglo-saxons, dont l'American Mineral Field, qui appartenait à l'époque à Jean-Raymond Boule, un proche du clan Clinton, qui était à l'époque à la Maison-Blanche. Et donc, c'est ce moment-là, c'est ça la réalité de la Première Guerre. Alors, quand Kabila demande à ses alliés de partir, il leur prive du gâteau congolais. Donc, quand ils sont privés de ce gâteau, ils sont énervés. Et c'est de cette frustration que va naître la Deuxième Guerre du Congo le 2 août 1998. C'est une frustration légitime ou pas? Parce que, disons les choses clairement, on parlera des Occidentaux aujourd'hui et tout à l'heure. Parlons d'abord des locaux. Quand Kabila perd, demande aux Rwandais de s'en aller, le contrat était-il rempli en ce moment-là? Ce qu'il leur avait promis, a-t-il rempli sa parole? Mais c'est d'abord, Kabila n'avait pas une position légitime ou légale pour prendre des engagements au nord du Congo. D'accord. Ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. Au plan du droit international, ça n'a pas de sens. Les ententes qu'il a eues avec ses patrons ou ses maîtres n'ont aucun sens dans la mesure où ce n'est pas lui qui décidait de l'avenir du Congo. Il a été placé là. Donc, on peut penser qu'il a dû accepter des choses qui lui avaient été imposées en réalité. Premièrement. Deuxièmement, la Deuxième Guerre commence. Ce sont les prétextes qu'il faut analyser. Parce que le Rwanda va prétexter intervenir au Congo au nom de sa sécurité nationale, la préservation de ses frontières. Donc, on n'est pas dans une forme d'entente quelconque qui ne serait pas respectée. On est dans une guerre qui est motivée par des raisons prétendument sécuritaire. À cause des Hutus qui sont sur votre territoire. Les Hutus rwandais qui sont présents sur le territoire congolais en RDC depuis la fin du génocide en juillet 1994. Maintenant, il y a un élément qu'il faut en même temps préciser, c'est que quand les Rwandais arrivent avec Kabila au pouvoir à Kinshasa, c'est eux qui occupent l'Est du Congo pendant très longtemps. Donc, de 17 mai 1997 jusqu'au début de la Deuxième Guerre du Congo, tout l'Est du Congo est occupé par les forces rwandaises. Donc, qui exploitaient les minerais. Qui exploitaient les minerais avec les Ougandais. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ces forces rwandaises qui occupaient ces territoires-là n'ont pas réussi à éradiquer la menace que représenteraient les soi-disant Hutus présents à l'Est du Congo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que le prétexte sécuritaire va voler en éclats avec la publication du premier rapport des Nations Unies en 2001. Parce que les experts vont clairement expliquer que cette guerre est menée pour des raisons, est motivée par des raisons économiques et non par des raisons sécuritaires. Le groupe d'experts des Nations Unies ira plus loin en disant que le Rwanda a trompé la communauté internationale en le faisant croire qu'il intervient en RDC pour des raisons sécuritaires. Vous le dites bien ici. Exactement. Alors que le véritable objectif, pour reprendre les termes du Bureau Congo, ce sont les experts de l'ONU qui le disent. Le Bureau Congo, c'est la structure qui a été mise en place par le gouvernement rwandais au sein du ministère de la Défense pour superviser l'exploitation et le pillage des ressources naturelles du Congo. Et donc, selon les experts des Nations Unies, les membres du Bureau Congo ont expliqué que leur présence au Congo était pour contrôler les ressources naturelles et les piller. Et les experts diront que l'objectif poursuivi par le Rwanda est de contrôler cette partie du Kivu et de se servir des rwandophones qui sont sur place, conjuguer les efforts pour pouvoir pérenniser la domination du Rwanda sur ce territoire. Et c'est là où la situation se complexifie. Et le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Il trouve une armée mal en point, on va dire. En tout cas, qui n'est pas à la hauteur des défis, étant donné la force militaire de ceux qui se battent dans l'est de votre pays. Qu'aurait-il pu faire, qu'il n'a pas fait, pour qu'aujourd'hui, ce conflit s'éternise dans votre pays et continue d'ensanglanter? Moi, je pense qu'il faudra apporter une certaine nuance. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve une armée qui est, ça c'est sûr, infiltrée. Parce que le Rwanda va se servir de plusieurs groupes, soi-disant rebelles, et plusieurs processus de paix bidons concoctés avec l'assentiment de Joseph Kabila pour infiltrer et noyauter les institutions civiles et militaires. Ça, c'est un fait. Mais il y a un autre élément qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que la même armée avait vaincu les forces du M23 dont on parle aujourd'hui en 2012. Oui.
Parce que c'était l'armée congolaise soutenue par la Brigade spéciale des Nations Unies, donc la force de la MONUSCO, qui avait vaincu cette armée. Puis ils se sont reconstitués. Ils se sont reconstitués et qui sont revenus en partie, entre autres aussi, à cause des décisions prises par le régime de Félix Tshisekedi. Parce que ça, c'est important de le relever. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ce qu'il a mal fait, de mon point de vue, c'est de discuter, de réouvrir les discussions avec le M23, bien entendu, en raison ce sont des discussions qui ont commencé plus tôt avec l'ancien régime de Joseph Kabila, qui n'avait pas pris, ce sont des discussions qui n'ont pas pris fin et que Félix Tshisekedi a repris dans le cadre de la continuité de l'État. Là où il y a eu une erreur d'appréciation de la part de Kinshasa, c'est que Félix Tshisekedi, nous savons aujourd'hui, les éléments existent, c'est qu'il a voulu se servir justement de ce M23 dans le cadre de sa stratégie pour contrer l'influence de Joseph Kabila à l'intérieur, parce qu'il y avait une coalition politique composée de la famille politique de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi qui était en minorité face à Joseph Kabila, après sa prise de pouvoir, après la passation de pouvoir en 2018-2019. Et Félix Tshisekedi avait, dans le cadre de sa stratégie, voulu se servir du Rwanda et même des éléments du M23 pour pouvoir contrebalancer le rapport de force sur le plan intérieur. Sauf que le Rwanda a toujours eu des velléités qui n'avaient rien à voir avec les contradictions internes. Le Rwanda a toujours voulu mettre la main sur une partie du Congo. Et donc, les décisions qui vont être prises par Félix Tshisekedi vont permettre au Rwanda de renforcer son emprise sur l'est du Congo. Et je dois rappeler d'ailleurs que je suis le premier à avoir révélé, 4 mois après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, l'entrée sur le territoire congolais de manière clandestine de 2 bataillons de l'armée rwandaise. Je le savais de source rwandaise, je l'avais à l'époque annoncé, mais à Kinshasa, on n'a pas voulu entendre raison parce qu'à l'époque, c'était le grand amour entre Félix Tshisekedi et M. Kagame, le président Kagame. Et donc le Rwanda a profité de tout ça pour étendre en fait son influence, infiltrer davantage les institutions militaires surtout, parce que quand on parle d'infiltration, il n'y a pas que le processus de brassage et de mixage. C'est qu'à partir du moment où vous permettez à une armée étrangère de s'installer chez vous de manière clandestine, de mener des opérations, cette armée peut aussi infiltrer votre territoire d'une certaine manière. Et devenir une armée d'occupation. Exactement, mais de manière clandestine avec l'assentiment de Kinshasa. C'est important de le dire. Lorsque les experts des Nations Unies qui enquêtaient au Congo en 2020 ont posé la question au gouvernement congolais de répondre à leurs inquiétudes sur la présence des hommes de Kagame au Congo, le gouvernement congolais n'a pas répondu. C'est de le rapport des Nations Unies, je crois, de fin 2019-2020. Non, de 2020 surtout. Donc, il y a eu cette erreur-là. Alors, ce qui n'a pas aussi été bien fait, c'est qu'à ce moment-là, Félix Tshisekedi, craignant, ayant confronté à une garde républicaine dominée en grande partie par les Katangais, donc des gens issus du clan Kabila, il a voulu contrebalancer en injectant beaucoup d'éléments de sa propre tribu dans l'armée. Et cette tribalisation de l'armée aussi a créé des tensions et a fragilisé l'armée. Moi, j'avais tiré la sonnette d'alarme à l'époque parce que c'était un général de notre armée, de l'armée congolaise, qui m'avait confié son inquiétude en disant « mais cette tribalisation de l'armée va créer des tensions et va fragiliser l'armée de l'intérieur ». Donc, en fonction de tous ces éléments-là, tous ces éléments permettent de comprendre la difficulté qu'éprouve aujourd'hui l'armée congolaise à faire face aujourd'hui aux forces du M23. C'est très intéressant ce que vous dites, Patrick Mbeko, et c'est dramatique. Si on en est arrivé là, c'est surtout dû aux erreurs d'appréciation de stratégie du président Félix Tshisekedi. Exactement. C'est ce que vous me dites. Oui, en grande partie. En partie parce qu'il y a aussi la réalité de l'infiltration de l'armée par le Rwanda, surtout parce que l'Ouganda pas vraiment, mais le Rwanda a peuplé l'armée de beaucoup d'obligés. Ça, c'est une chose. Dans les institutions civiles et militaires, ça, c'est une réalité. L'autre chose, c'est que Joseph Kabila est celui qui a quand même contribué à cette situation d'infiltration. Oui. Parce qu'il est resté là pendant 18 ans. Pendant longtemps, maintenant, il a laissé faire. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a une vision court-termiste des rapports avec le voisin rwandais qui a des velléités autres que les contradictions internes auxquelles lui était confronté et qu'il a voulu régler à sa manière. Donc c'est cet ensemble, c'est cette addition de contradictions et de problèmes qui permet de comprendre ce que nous observons et nous vivons aujourd'hui dans l'Est du Congo. À la décharge du président Félix Tshisekedi, on peut dire qu'il a hérité d'une situation qu'il n'a pas créée. C'est une évidence. Il a hérité d'une situation qu'il n'a pas créée. Il fait face à des gens qu'il n'arrive pas à contrôler. Et en adoptant l'approche qui a été la sienne, la situation s'est davantage détériorée. Je pense qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est évident que Félix Tshisekedi a trouvé une situation très compliquée et
cette situation n'a pas été réglée, bien au contraire, elle s'est détériorée à cause des décisions qu'il a prises par la suite pour régler certains problèmes et contradictions internes. Sans oublier que l'armée de votre pays peine encore à être une armée républicaine, déchirée par des considérations tribales. Exactement. Et ethniques. Parlons de l'Occident maintenant. Oui. C'est là où tout devient encore plus compliqué. Comment expliquez-vous, l'analyste géopolitologue que vous êtes, que l'Occident ne s'indigne pas de la même manière de ce que fait le Rwanda dans votre pays que de ce que fait Poutine en Ukraine? Mais je le dis dans le livre, il y a tout un chapitre d'ailleurs. Je reviens sur cette indignation sélective. Mais ça se comprend aisément. L'Ukraine, c'est la guerre de l'Occident. Même si on parle de la Russie et de l'Ukraine, on sait aujourd'hui que l'Ukraine est un détail dans cette affaire. L'Ukraine est utilisée par l'Occident pour détruire, pour affaiblir la Russie, sur le plan stratégique. Oui. Or, dans le cas du Rwanda, le Rwanda longtemps été le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale et qui a été utilisé et qui a aussi profité de la posture de sa proximité avec l'Occident pour mener ses propres politiques à l'est du Congo, pillant les ressources et devenant en fait le centre névralgique des ressources qui sont pillées à l'est du Congo et qui se retrouvent aujourd'hui dans plusieurs capitales asiatiques et occidentales. Ça permet de comprendre ça. Je vous donne un exemple simple. Si vous regardez les résolutions du Conseil de sécurité sur la question ukrainienne et sur la question congolaise, oui, on voit cette hypocrisie parce que dans le cas de l'Ukraine, on est très vindicatif. On veut punir la Russie. Dans le cas de la région de Grand Lac du Congo, on est toujours, on agit à reculons. Dernièrement, il y a eu une résolution de la France qui reconnaît le rôle du Rwanda. On a fait grand bruit autour de cette résolution en disant que pour la première fois, on a cité le Rwanda nommément. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est pour la première fois qu'on cite le Rwanda depuis la résurgence du M23 oui, en 2021. Mais d'autres résolutions, d'autres rapports des Nations Unies ont nommément cité le Rwanda. Et à ce jour, personne n'a été sanctionné. Les dernières sanctions sont tombées. La première véritable sanction est tombée il y a quelques semaines lorsque le département du Trésor a sanctionné le général James Kabarebe qui coordonne les actions du M23. Mais personne d'autre n'a été sanctionné, à part un capitaine de l'armée rwandaise, le capitaine Garisira, qui a été sanctionné en 2023 par l'Union européenne, lui qui n'est qu'un exécutant des ordres qui proviennent d'en haut. Si vous lisez le rapport des Nations Unies de 2023, de juin 2023, on vous cite les noms des officiers rwandais, des officiers supérieurs impliqués dans la guerre du 1-23, y compris le patron des forces spéciales. Personne n'a été sanctionné. Et aujourd'hui, on a des sanctions qui sont symboliques, qui font dire à certains que, oui, le Rwanda est isolé, mais je dois rappeler que les mêmes sanctions, on les a vues en 2012, lorsque le même 1-23 opérait dans le Kivu. Elles n'ont pas été efficaces. Dernière question, et ça devient tout autant importante que les premières. Comment on s'en sort? Un analyste, connaisseur de la situation m'explique qu'il est plus facile de transporter les minerais congolais par le Rwanda. Il est plus facile et moins cher, de toute façon, plutôt que de transporter par Kinshasa en raison de manque d'infrastructures, etc., etc. Et du coup, ça ramène à la question, comment on s'en sort, Patrick Mbeko? Il y a eu un plan. Le Congo a présenté un plan aux États-Unis. On demande aux Américains de venir exploiter les ressources naturelles du Congo en échange d'un soutien diplomatique et militaire afin de faire régner la paix dans la région. Je pense que cette approche elle est dangereuse parce qu'on voit ce que cela crée en Ukraine. Et je dois rappeler quand même aux Congolais qui soutiennent cet accord-là, il faut comprendre que du point de vue américain, c'est l'American First. Et pas plus tard que hier, un responsable américain a dit que les États-Unis étaient disposés à discuter de cette proposition congolaise dans le cadre de la politique américaine de l'American First. C'est-à-dire que... Et vous entendez quoi par là? Ce que j'entends par là, c'est qu'ils nous font comprendre qu'on va discuter avec vous, mais ce sera selon nos desiderata. Et je rappelle que le Congo est en position de faiblesse. Et donc, quand vous négociez en position de faiblesse, et surtout, c'est quand c'est vous qui allez demander de l'aide, l'autre va vous imposer ses desiderata, ses volontés, tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens de votre propre politique. Trump l'a rappelé à Zelensky, lorsque Zelensky parlait de minerais stratégiques, ce sont les Ukrainiens qui l'ont proposé aux Américains. Et Trump leur a rappelé que vous n'avez pas les cartes en main, vous n'avez pas les moyens d'imposer. Maintenant, vous avez relevé un point qui est très important. Vous avez dit, pourquoi on assiste à ça? Les minerais, pourquoi le Rwanda? Il y a deux niveaux d'analyse. Il faut que vraiment vos téléspectateurs comprennent, surtout les Congolais, parce qu'on a tendance à parler de soutien,
l'implication occidentale en utilisant des données anciennes, un logiciel ancien pour comprendre des réalités nouvelles. Ça pose problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez deux niveaux d'implication. De 1998 jusqu'en 2004 et même jusqu'en 2010, il n'y avait pas la même implication occidentale qu'on observe aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, on avait une véritable guerre de prédation. Et on en profitait, il y avait beaucoup d'entreprises occidentales présentes dans l'Est du Congo. Selon le premier rapport des Nations Unies, il y en avait 85 entreprises et personnalités étrangères à l'Est du Congo. Puis il y a eu une évolution en fonction des changements de régime dans les pays occidentaux, notamment aux États-Unis, mais aussi en fonction de l'évolution de la réalité géopolitique dans la région, dans le monde. Ce qui fait que depuis un moment, le Rwanda est devenu la plaque tournante sans nécessairement avoir un soutien militaire occidental à l'Est du Congo. Ce que le Rwanda fait, c'est qu'il y a une gouvernance minière au niveau du Rwanda qui se révèle attractive pour les forces, pour les puissances étrangères que la RDC. Et là, j'attire maintenant l'attention des gouvernements congolais. C'est que l'une des raisons pour lesquelles les gens vont au Rwanda, c'est parce qu'on estime qu'il y a une véritable gouvernance d'une manière générale, responsable et de manière particulière sur le plan minier, dans le domaine minier. Ce qui n'est pas le cas du Congo. Donc, au lieu de vouloir brader les ressources naturelles congolaises en échange d'un soutien diplomatique et militaire, nous devons nous réapproprier d'abord. Il faut une certaine responsabilité au sommet de l'État. Il faut un changement profond au niveau de la gouvernance. Si vous discutez, y compris avec des Congolais qui sont impliqués dans le trafic des ressources naturelles dans l'Est du Congo, ils vous disent qu'il est plus facile de transiger, de traiter avec les Rwandais et les Ougandais qu'avec les Congolais eux-mêmes chez eux. Et cet élément nous révèle un problème de dysfonctionnement au niveau de la gouvernance congolaise. Et c'est ce problème de gouvernance qu'on observe dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur militaire, dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc, s'il n'y a pas de changement majeur de manière radicale, un changement radical à ce niveau, nous aurons le même problème. Et en plus, il faut quand même garder à l'esprit que la guerre, c'est une autre façon de faire de la politique, comme l'a dit Clausewitz. Donc, il appartient au gouvernement congolais de mettre de l'ordre dans ses propres affaires, à commencer par l'armée. On ne peut pas garder au sein de l'armée des officiers qui sont des affairistes, qui préfèrent s'enrichir au détriment des hommes de troupes qui sont déployés dans le terrain. Beaucoup ont été arrêtés quand même, mais sont emprisonnés. Ah non, il y a des arrestations qui ont été faites dans des cadres de manière très arbitraire. On sait aujourd'hui, par exemple, que le patron de la maison civile du président Félix Tshisekedi est impliqué dans des magouilles incroyables au niveau de l'armée. Mais il n'a pas été arrêté, il n'a pas été inquiété, parce qu'il est de la tribu du président, parce qu'il est proche de la famille présidentielle. C'est toutes ces contradictions internes, c'est tous ces problèmes aussi qui permettent de comprendre la difficulté de l'armée congolaise de relever le défi que pose le M23. Je dois rappeler un détail important, le M23 c'est quand même 5 ou 6 000 hommes, l'armée rwandaise qui soutient le M23. Bon, je sais de sources sûres, l'ONU dit qu'il y a 4 000 soldats rwandais, mais je sais de sources sûres qu'il y en avait plus de 10 000 pour la bataille de Goma. Mais l'armée congolaise, c'est 150 000 hommes. Exactement. Sans oublier les Sud-Africains. En réalité, le rapport de force ne plaide pas en faveur de Rwandais. Mais du côté rwandais, il y a beaucoup plus d'organisation et de rigueur que du côté congolais. C'est ça qui permet au Rwanda d'avoir un ascendant sur le Congo, sur le terrain militaire. Mais en réalité, le Congo peut écraser, l'armée congolaise, les FARDC, peuvent écraser cette histoire-là de manière très facile. Si ces problèmes sont réglés. Si ces problèmes sont réglés au niveau intérieur. Tant qu'ils ne seront pas réglés, nous allons patauger et il ne sert à rien, de mon point de vue, d'aller chercher de l'aide aux États-Unis parce que les États-Unis sont dans une posture très prédatrice avec le président Trump qui lui, privilégie l'American First. Et cela veut dire que le Congo devra brader ses ressources et l'avenir de ses enfants pour le beau jeu des États-Unis qui, faut-il s'assurer qu'il va aussi permettre de pousser le Rwanda, en tout cas pas de pousser le Rwanda, mais de favoriser un retour à la paix. Or, la réalité de l'Est congolais, la réalité du Congo est si complexe que même les États-Unis n'auront pas la capacité de ramener la paix aussi facilement dans ce pays qui connaît beaucoup d'instabilité depuis près de 30 ans. Rwanda, malheur aux vaincus 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. C'est le dernier livre du géopolitologue congolais Patrick Mbeko que j'ai eu le plaisir de recevoir dans cette émission. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de notre invité.